Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode de Tout pis rien. Mon nom est Coralie Laperrière et je suis votre animatrice. Cette semaine, on parle avec mon amie Chantal Poulain, qui est professeure au primaire, et on va parler de l'éducation, de comment ça a quand même besoin d'une petite révolution puis de ménage, cette affaire-là. On parle aussi de l'augmentation de violence malheureuse qui se passe en ce moment dans nos écoles à Montréal, et on parle de la meute positive que Chantal crée dans sa classe, qui fait que tous ses élèves se tiennent les coudes et laissent personne derrière. Bref, un autre épisode super intéressant. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois mon amie Chantal Poulain. Allô Chantal! Salut Coralie! Je suis vraiment contente de te recevoir. Je voulais te recevoir parce que pour moi, t'es comme la prof cool que j'ai toujours voulu avoir. Merci! T'es enseignante au primaire, puis je suis en train de déplacer mes verres. Regarde, on joue à un jeu de Jenga. Non mais... ouais, pis t'as tout le temps été comme... C'est ça, je trouve que t'as l'air de la prof cool. Puis Chantal, je te connais aussi parce qu'on a animé un premier podcast d'Extinction Rébellion ensemble. C'était bien le fun à la première vague. Activiste en crise. Oui, qu'on peut aller voir sur toutes les bonnes plateformes, bien sûr. Puis c'est ça, on se connaît comme activiste. Mais là, c'est ça, je te parle en tant que prof aujourd'hui. Parce que moi, quand, genre, mon expérience d'enseignement, mettons, en général, j'ai vraiment rencontré des profs de merde, on va se dire. Il y en a qui sont plates. Ouais. Il y en a une bonne gang. Ouais, que c'est comme encore la toune de Pink Floyd, là, Another Brick in the Wall, on dirait que tu sens encore ça. Puis toi, t'es vraiment l'opposé de ça, t'as beaucoup à chialer sur l'éducation, fait que genre, je veux te partir, là. Ouais, ben je suis assez facile à partir, je pense. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup des profs plates, puis c'est pas normal. J'essaye d'être une prof marquante, j'essaye d'être une prof qui amène les élèves à rêver, puis je suis obligée de te conter une anecdote. Ouais, vas-y. La semaine passée, j'étais sur un site Facebook, une page Facebook enseignants et enseignantes du Québec, puis il y a quelqu'un, un prof du secondaire, qui disait « Si vous avez un conseil à donner aux jeunes, quelque chose qui vous aurait aimé à partir dans la vie, vous auriez dit quoi? » Ah, c'est une bonne idée quand même. C'est une super bonne idée. Puis elle dit, moi, je vais le transmettre à mes jeunes, puis on va tous leur donner ces conseils-là. Puis quand je suis arrivée dans la conversation, il y avait au-dessus de 70 commentaires. Puis j'ai commencé à lire ça, puis c'était toutes des affaires comme « Prends-toi des REER jeunes ». Oh my God! Oh non, mais c'était terrible, là. Économise, fais un budget, fais des circulaires, apprends à cuisiner pour pouvoir boucler tout ton mois, manque jamais un cours, sors pas trop tard, le sommeil c'est important, équilibre ton alimentation. Hey, wow, des conseils qu'ils ont jamais eu, hein, non plus. Hein, Non, qu'on se fait pas dire à journée longue depuis la maternelle, c'est vraiment du nouveau, là, à part prendre des REER, mais on s'entend qu'à 15, 16, 17 ans, là. Puis quand t'es au primaire, là, t'as déjà un petit cochon, puis on te dit de mettre ça dans ton petit cochon. Oui, puis on a déjà ajouté, on a enlevé un cours d'histoire au cursus secondaire pour mettre un cours d'éducation financière. Donc, ils se le font dire en cibole. Puis moi, ce que j'ai le goût de dire aux jeunes, c'est crois en tes rêves, vas-y, fonce, aie pas peur, écoute ta petite voix intérieure, elle a raison. Rêve, fonce, dérange leur d'établi, voyage, chéris tes amis, fais des coups de tête, aie pas peur. Sois toi-même, dis toujours ce que tu penses. Profites-en, couche-toi tard, sors, fais la fête, donne-toi le droit de faire des erreurs, fais-en, puis recommence. Non, c'est pas une ligne droite, puis c'est tellement triste. Manque jamais un cours. Si t'en manques un, t'es foutu. Et si bol, j'ai fait pas mal pire que ça, puis j'ai pas l'impression d'être un échec. Là. Ouais, c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut permettre aux jeunes d'être des jeunes, là. Comme... Ben, ça serait trippant, t'sais. Puis s'il y en a qui ont le goût de prendre une année, 2, 3, 4, 5 sabbatiques, ben, qu'ils le fassent. De toute façon, c'est pas comme si on leur promet un avenir si réjouissant. Ouais, avec la crise climatique, comme, oublie ça. Fait que, vas-y, du fun pendant que c'est le temps. Essaye de le faire de manière pas trop polluante, puis essaye d'aller voter quand c'est le temps, puis de t'impliquer dans ton milieu, mais vas-y, fonce, implique-toi. Fais du monde ce que tu voudrais qu'il soit. Mm-hmm. Ouais, parce que tu peux pas comme les emmener directement dans... C'est ça, j'ai l'impression que comme plus ça va... En plus, avec la COVID, on dirait que c'était pire que pire, là. C'était comme... Oui, tu sais, on est full content que les élèves soient en classe, là. On va pas chialer contre ça, vraiment pas. Mais on sent l'espèce de parking à citoyen, que c'est l'école, puis que genre, faut que tu te prépares à être éventuellement sur le marché du travail, puis tu sais, comme... Tu sais, il y a tout le temps des reportages à Radio-Canada, là, sur les écoles alternatives, puis comme, oh, est-ce la façon d'apprendre des enfants? Puis t'es comme, clairement, l'évolution, puis la race humaine, on n'a pas réussi à être où on est aujourd'hui parce qu'on était 40 dans une classe mal ventilée à
se faire pitcher des informations pendant 3 heures toute la journée. Ah non, ça marche vraiment pas. Il y a un enfant sur 10, à peu près, il faudrait regarder les dernières statistiques, là, mais qui est médicamenté au primaire, qui a un diagnostic, un trouble important. Un enfant sur 10. Pour les garçons, ça peut être plus élevé que ça. Est-ce qu'on a vraiment une personne sur 10 qui est malade ou on a un système d'éducation qui est incapable de s'adapter à des styles différents? C'est ça. Tu sais, moi, mon chum, c'est un artiste, il a passé toutes ses études dans l'une à regarder la fenêtre. Si on l'avait médicamenté, il aurait probablement jamais créé quoi que ce soit. Oh, c'est tellement triste! Il y a combien d'athlètes, de chorégraphes, que si on leur donne du Ritalin, ben, ils développeront pas ça. Ils ont besoin de bouger, ils vont trouver des moyens de bouger. Il faut qu'on ait de la place pour tous ces jeunes-là, mais l'école, ça a toujours été justement une machine à faire rentrer les enfants dans la même boîte, à formater les citoyens de la même façon. Puis on le sait, ils doivent sortir tous de la même façon, c'est comme ça. On demande avec aux un seul examen pour tout le monde au Québec en même temps. En même temps, de la même façon, en silence, assis, tout le monde apprend comme ça. Puis après, on sait que le prof doit faire une courbe normale avec ses notes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une courbe normale? Ben, il y a un tiers des élèves qui vont être faibles, il y a un tiers des élèves qui vont être dans la moyenne, puis un tiers des élèves qui vont être forts. Attends, mais il faut qu'il prévoie ça, le prof, je comprends pas. Un bon prof doit viser une moyenne d'environ 80. Si tu as une moyenne d'environ 80, entre 70 et 80, ton examen est valable. Fait que nécessairement, tu as un tiers de tes élèves à peu près qui sont en bas. Tu es toujours en train de générer des élèves faibles. C'est ça. Si tu prends les plus forts, puis c'est ça qui se passe avec les collèges privés, avec les classes enrichies, tu prends les plus forts, après, il y a un tiers de cette classe-là qui va se trouver poche. Tout le temps, c'est ça. Tout le temps. On est tout le temps en train de dire, ben toi, t'es fort, toi, t'es faible. Puis un élève qui est fort dans Hochelaga, ben c'est pas un élève qui est fort dans Outremont. C'est pas la même chose, mais on est obligé de créer ça. Puis ça sert à rien. On pourrait dire succès ou besoin de reprise. Ça serait suffisant. On n'a pas besoin de dire tu vaux 78, tu vaux 82, quand dans les faits, ça veut absolument rien dire. Ouais, puis quand on y pense, genre, le permis de conduire, c'est ça, là, c'est comme tu l'as-tu ou tu l'as pas eu. C'est pas genre, bravo, t'as eu en tant la moyenne au Québec. Hey, à Saint-Jérôme, ça va pas bien. Comme, tu passes pour Saint-Jérôme, tu passes pas à Montréal, tu sais, c'est pas ça pour le permis de conduire. C'est tellement un bon exemple. C'est ça, genre, Ouais, puis tu sais, j'aime ça donner l'exemple de cours de musique ou de cours de natation, des cours autres. Si tu prends un cours de musique, puis l'objectif, c'est de jouer une sonate, bien, tu ne joues pas à 52 %. Tu vas la pratiquer jusqu'à ce que tu saches la jouer. Puis quand tu sais la jouer, tu as 100. On va pas faire une moyenne de tous tes cours d'avant, puis on va te donner 42 le jour où tu vas réussir à la jouer. Si tu apprends à nager, bien, l'objectif, c'est de te rendre de l'autre bord, de faire tant de longueur et tout et tout. Mettre une note, ça sert absolument à rien d'autre que d'évaluer les enfants les uns envers les autres, puis de dire, toi, tu as des chances de devenir médecin, toi, d'après moi, t'as des chances de plus devenir caissière ou aide-caissière, c'est chanceuse. Mais ça, c'est fou aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup c'est très élitiste aussi, comme on pogne les enfants. T'es comme, justement, tu vas finir caissière. Ben, on est en train de catégoriser des jobs. Tu sais, comme il y en a, là, que leur mère est caissière. Fait que là, si tu leur dis, tu vas juste être caissière... Ah, être caissière, c'est pas bon. Ah, ma mmère est pas bonne. Ah, Ouais. Comme, voyons donc. Ou tu sais, le nombre de fois que tu te fais dire quand t'es jeune, qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? Ah oui. Comme, pourquoi on pose cette question-là? Comme, pourquoi c'est intéressant? Ou je sais pas. Pourquoi c'est pas tes parents? Hey, chez vous, s'il y a plus de bleu ou de rouge, je sais pas. Tu sais, comme, pose une autre question. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Là? Ou c'est quoi les intérêts de tes parents? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils aiment faire avec toi? Mais toujours le métier. Mais c'est la première chose qu'on se demande quand on rencontre quelqu'un. Salut, c'est quoi ton nom? Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Un méchant paquet d'autres affaires qu'être prof. Tu sais, je me définis pas comme prof et uniquement prof. D'ailleurs, je réponds toujours activiste en premier parce que c'est ce qui me définit beaucoup plus qu'être enseignante. C'est ce que tu fais plus dans ton quotidien, genre. C'est ce que je fais comme prof. Je suis allée en enseignement au primaire parce que j'essaie de pousser dans l'autre sens pour 20 enfants par année, leur montrer autre chose, former des citoyens, les amener à réfléchir, puis espérer qu'un jour, ils vont se révolter. Puis comment tu fais ça, mettons, là, pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas que tu vas être enseignant, ou qui sont comme, voyons, comment qu'on fait pour être un cool enseignant? Parce que c'est ça, il y a pas beaucoup d'exemples. Là. À moins que tu aies eu un prof cool dans ta vie, puis tu fais, hey, je vais refaire ce que mon prof a fait. Qu'est-ce que tu conseilles à ce monde-là? Qu'est-ce que toi, tu fais dans ton quotidien de prof activiste, genre?
Bien, je me remets beaucoup en question, puis je vais beaucoup avec les intérêts des enfants. Puis je suis pas la seule à faire ça, là. Les autres qui sont pas activistes, il y en a plein qui le font aussi, mais je me demande de quelle façon cet enfant-là apprend le mieux. Donc, un enfant qui a besoin de bouger, je vais lui proposer de travailler debout, qui peut travailler... Moi, je m'en fous s'il travaille couché à terre. Ouais, c'est ça, toi, mais ça change-tu quelque chose? Tu trouves-tu, il écoute-tu mieux? Ou comme... Ben oui, ouais, il travaille vraiment, bien mieux. ça? Il travaille bien mieux. Moi, je clair. leur dis, l'important, c'est que tu travailles. Ouais. Donc, tu travailles couché, debout, sur une chaise berçante, debout sur ton bureau, couché sur le bord de la fenêtre, en dessous de ton bureau, si tu veux. Ça me dérange vraiment pas. Je veux que tu travailles. Trouve ta méthode à toi. Puis, si tu as besoin de prendre une marche à toutes les 20 minutes, faire le tour de la classe, sauter un peu, ben pourquoi pas? Mais on va trouver ta méthode. J'ai à peu près le tiers de mes élèves où on s'aperçoit assez rapidement qu'ils travaillent beaucoup mieux avec de la musique. Donc, je leur permets d'écouter de la musique. Ça leur fait une petite bulle, genre? Oui, ouais, c'est ça. oui. Il y en a beaucoup qui sont pas capables. Au contraire, ça les dérange. Moi, je suis incapable de travailler avec de la musique. Ça me nuit beaucoup. Je peux pas lire avec de la musique, mais il y en a que ça les aide. Donc, on fait des tests, on y va comme ça. Puis après, ben, je vais beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai une idée de ce qu'on va apprendre aujourd'hui, mais je saute beaucoup sur toutes les occasions qui sont vécues en classe. S'il se passe quelque chose, ben, on va pas faire un cours prévu sur la gestion de conflits. On va attendre qu'il y ait un conflit qui se passe, puis on va leur apprendre à le gérer. Ouais. Puis toi, tu trouves ça comment, justement, les examens, puis comme... Toi, tu ferais quoi, mettons, là? Tu ferais-tu, genre... Si c'était à ton contrôle, là, mettons, là, genre, c'est plus le ministère qui t'oblige, là, c'est comme, OK, Chantal, on te fait confiance, t'es une bonne prof, qu'est-ce que tu ferais? Bien, moi, les examens, je crois pas beaucoup au pouvoir de l'examen. Je pense qu'on devrait faire des examens dans le but d'aider les élèves à apprendre mieux. Puis recevoir une note, ça aide jamais à apprendre mieux. Si tu reçois 40, ça fait juste te dire « t'es pas bon », tu bloques la connaissance, je serai jamais capable. Si tu as 90, super, j'ai réussi. J'ai plus besoin de checker C'est ça. Ouais, comme un autre. Fait qu'on pourrait corriger les examens tout le monde ensemble, les corriger en équipe. Ça devrait toujours être dans l'objectif d'apprendre plus. Puis après, je mettrais pas de notes. La seule chose que je mettrais au bout de l'année, c'est succès ou besoin de reprise. Puis je donnerais le droit, je favoriserais les besoins de reprise parce qu'on n'a plus le droit de reprendre aujourd'hui. Les élèves n'ont pas tous le même rythme. Bien, c'est très compliqué. On a le droit de recommencer une seule année au primaire. Okay. Tu doubles juste une fois et il faut que toute la communauté soit d'accord. Donc, il faut que le parent soit d'accord, il faut que la directrice soit d'accord, que le prof soit d'accord, puis souvent beaucoup d'autres intervenants. Donc, ce qui arrive souvent, c'est la prof qui dit « cet élève-là a besoin de redoubler ». Puis tout le monde qui te mansplain, là, Puis pourquoi. tout le monde qui l'a jamais vu, ouais, la psychologue qui l'a jamais rencontré, mais on a des études probantes qui nous disent que le redoublement, mais ça nuit à l'estime des gens. Bien, accumuler des échecs année après année, toute ta vie, ça nuit beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'estime des gens. Oui, mais ses amis, il va s'en faire d'autres. Ouais. C'est tout. Puis c'est terrible de faire passer. Moi, j'envoie des élèves au secondaire. Je suis en 5e année. Ouais. J'ai l'impression de les envoyer à l'abattoir. Ils ont pas les notions. Parce qu'ils ont fait genre 60% toute l'année, puis là, ils rentrent au secondaire. Ils n'ont pas 60%, ils ont 20, ils ont 30. Puis ils vont pareil? Mais oui, j'ai des élèves qui ont échoué la première année. Mais là, il n'y a plus de classe spéciale. Donc, ils ont redoublé la première année. Ils arrivent en 2e année. Ils n'ont toujours pas les acquis de la première année. Ils continuent comme ça. Ils passent d'année en année. Ils arrivent dans ma classe, ils ont de la difficulté à connaître le son des lettres, parfois. Là. C'est des non-lecteurs. Là. Oui, mais c'est pas grave. On va leur donner des outils. Il y a un ordinateur qui va lire à leur place. On va leur donner un outil où ils vont pouvoir dicter leur texte. Mais moi, je leur apprends à accorder leur participe passé. Ils sont encore dans le décodage du texte. Ouais, c'est ça, là, ça se peut pas, là. Puis là, tu les amènes à un échec certain, là, c'est ça. Oui. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est que ça m'intéresse vraiment beaucoup, là, les trucs d'amélioration de soi, puis tout. Puis j'ai beaucoup des trucs de, tu sais, si tu te dis toute ta vie que t'es poche, puis que tes parents te disent que t'es poche, puis que ton prof te dit que t'es poche, ben, tu vas être poche. Tu vas juste être poche dans ce que tu fais. Puis là, tu fais comme, voyons, ça marche pas. Mais comme, un moment donné, qu'on t'a dit que t'es poche, il y avait une étude qui ont fait... En fait, ils ont ben, ce que t'as dit, là, les moyennes, là, les tiers, là, il y a un je vais me sortir une phrase. Il y a un logiciel il s'est trompé. Donc, ils ont mis les plus faibles en plus forts et les plus forts en faibles. Puis, quand ils se sont rendus compte de leur erreur, ils ont réalisé que ceux qui avaient été considérés comme faibles puis qui avaient été mis dans la catégorie fort étaient rendus meilleurs à l'école. Puis ceux qui avaient été mis faibles... surprise. Ouais. Fait que là, tu fais... Hey, OK, fait que c'est vraiment juste la perception...
Ça a un énorme impact. C'est que ça? Puis on juge justement que les élèves sont forts ou faibles sur un seul critère, l'intelligence académique. Il y a plein d'autres choses. Puis c'est la seule chose qui va dire si t'es fort, si t'es faible. Mais les élèves, ils ont plein d'autres talents. C'est ça. J'ai une élève l'année dernière qui avait probablement une déficience légère. C'est probablement le plus grand talent en dessin que j'ai vu. Oh, wow. Elle avait un trait de crayon extraordinaire. J'ai montré à mon copain qui est prof d'art. Il était vraiment impressionné. Elle était très, très, très douée en 6e année. Ses chances de devenir dessinatrice, si elle finit pas son secondaire... Puis ça se fait dire que c'est pas une vraie job, puis que puis que... Oui, mais pas de secondaire 5, tu fais pas grand-chose, là. Non, tu vas pas à l'université là-dedans, puis tu non, peux pas avoir... mais c'est ça. Puis un enfant qui danse particulièrement bien, ça sera pas reconnu, il y a pas de chance. S'il arrive poqué du primaire, après... Ah oui, parce qu'après, si on passait tout le long du primaire, au secondaire, c'est des cycles. Donc, en secondaire 1, il double pas non plus. OK, fait qu'on fait juste... C'est vraiment juste du pelletage par en avant. Oui, donc un élève éternel. qui aurait dû doubler sa 2e année, ben il va se rendre à la fin de son secondaire 2. Ah, OK, ouais. Donc, c'est vraiment de te marteler. Puis l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Puis là, ils veulent augmenter ça. Donc, on va te torturer encore plus longtemps. T'as pas le droit de lâcher. Si t'es pas là, c'est la DPJ qui est après tes parents. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne façon de motiver les jeunes. Très, très bonne façon. Puis même des affaires du genre, tu sais, moi, là, j'ai sauté mon secondaire 5 parce que j'étais surdouée à l'école. Puis j'avais des profs qui étaient comme, ben ça sert à rien, tu sais, il faut qu'elle vive le secondaire 5. Puis j'ai eu d'autres profs qui se sont battus pour moi puis qui ont fait, non, mais c'est parce qu'on risque de la perdre. Parce que je trouvais ça tellement plate que j'étais comme, tu sais, je foxais les cours, je fumais du pot. J'avais rien à faire dans les classes. J'avais rien à faire là, j'apprenais rien. Parce que j'avais tout le temps des bonnes notes. Moi, genre, je lisais ça dans le livre, j'avais acquis l'information, je passais à autre chose, tu sais. Mais ça fait que je me tannais à l'école. Puis, c'est pas vrai, une chance qu'il y a une prof qui a fait « Hey non, je vais t'aider à sauter ton secondaire », puis qu'elle a comme catché ça, parce que pour vrai, je pense que j'aurais été dans les décrocheurs que les profs catchent pas. Qui fassent comme « Hey, cette fille-là a décroché, elle avait toujours des bonnes notes. » Ben oui, mais parce que... C'est pas motivant, c'est plate. Mais les élèves qui ont le plus de facilité puis les élèves qui ont le plus de difficultés, c'est eux autres qu'on perd. C'est ça. Ça marche pas. Les élèves ont besoin de se valoriser autrement. L'élève qui est pas du tout capable de se valoriser par ses résultats académiques, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le clown. Ouais. Il va commencer à niaiser. S'il est pas bon pour faire le clown, ben là, il va commencer à faire des mauvais coups. Ouais. Ils ont besoin de se valoriser. L'élève le plus fort, il va juste... décrocher complètement, puis des fois, il va se mettre à faire le clown puis le délinquant aussi. C'est ça. Dans les classes pour troubles de comportement, c'est plein d'élèves surdoués. Plein d'élèves surdoués. C'est ça, là, c'est qu'ils le savent, là. C'est pas une question... C'est que, on les encadre pas bien, là. Non. Tu ferais quoi, mettons, avec ces gens-là? T'sais, est-ce que tu trouves que, comme, ça prend plus de profs, plus de classes? Il faut tout crisser sur la terre pour recommencer. Je suis pas mal sûre que tu aimes cette option. Il faut pas mal tout crisser sur la terre. Il y a pas grand-chose de bon. Mais il faut vraiment avoir des plus petits groupes. Ils me font mourir à chaque année. Ils sortent des études pour dire que la grosseur des groupes n'a pas d'impact. Comment tu peux dire une ânerie pareille? Ça n'a aucun sens. Tu peux pas parler à tous tes élèves quand t'es voyons, comme ça, c'est sûr. Puis là, en plus, on a plein d'élèves intégrés. Il faut qu'on crée du matériel spécial pour ces élèves-là. J'ai même pas le temps, quand j'ai une grosse classe, de faire un retour sur les évaluations, de les prendre un à un pour dire comment ça a été dans ton écriture. Regarde, ici, tu as fait telle erreur. Je suis obligée de faire juste l'enseignement magistral. L'enseignement magistral pour des élèves du primaire, c'est plate à mourir. Ouais. Non, c'est la seule chose de plus plate que ça, c'est l'enseignement virtuel. Oui, c'est clair. Mais surtout quand tu vois aussi beaucoup de monde qui dénonce ça, justement, là, qu'il y a quand même un système de vitesse à l'éducation, que les gens riches peuvent se payer des tuteurs. Ah oui. Fait que si leurs enfants sont en difficulté, ben hop, ils peuvent avoir un programme privé qui va les accompagner. Mais toi, t'es au public, t'es une enseignante, tu peux pas faire ça avec tes élèves, pas parce que tu veux pas, parce que je suis dans un milieu défavorisé. C'est ça. Souvent, les parents, les parents, c'est beaucoup des immigrants première génération. Donc, qui dit première génération dit tire le taureau par la corne, par la queue. Ils font n'importe quoi comme job. Ils ont souvent 2 jobs, sont épuisés. Souvent, le français, c'est pas la première langue. Donc, l'aide aux devoirs, c'est pas la priorité. Puis, ils sont juste souvent pas capables non plus. Ils sont en survie. Ils sont en survie. Leurs diplômes sont pas reconnus. Ça marche pas. Ils travaillent tard. Juste les rencontres de parents, j'ai pas de la facilité comme si j'étais dans un quartier plus favorisé où c'est « Ah, ben je vais finir de travailler un petit peu plus tôt aujourd'hui, j'ai ma rencontre de parents. » Non, c'est compliqué, là.
C'est ça, travaillent c'est tard. dur de faire un suivi avec... C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis ils espèrent que les enfants vont aller le mieux possible, mais ils sont pas équipés. Donc, avoir en plus les moyens d'avoir un tuteur. Puis quand ils ont les moyens d'avoir un tuteur, c'est quoi? C'est un élève du secondaire qui va venir aider. C'est pas du tout la même qualité de toute façon. Non, c'est ça. Ces enfants-là, ils iront pas dans des grandes écoles secondaires. Ils vont aller dans des écoles secondaires où c'est rough. Il y en a des écoles secondaires où c'est très rough au Québec, là, à Montréal surtout. Là. Ouais, d'ailleurs, je sais que tu veux t'impliquer par rapport à la montée de la violence là, chez les jeunes. Là. Comme toi, tu dis que il y en a dans ton... Tu vois là qu'ils rôdent autour de ton... Non! Ça va couper bizarre, on s'en calisse. OK. Je sais que tu t'impliques aussi pour la montée de la violence qu'il y a en ce moment dans les écoles. Que tu me dis que genre il y avait de la gang de rue qui rôdait autour de tes élèves genre à partir de 6e année, ce que pour vrai ça m'a vraiment surpris. J'étais sous le choc, je savais pas comment ça se passe en ce moment genre pour toi. Là, ça fait quelques semaines que c'est plus tranquille parce qu'il y a énormément de patrouilles policières, parce qu'il y a eu une fusillade devant l'école il y a environ un mois. Mais depuis 2 ans, mais particulièrement depuis 6 mois, on sent vraiment qu'il y a une gang de rue en particulier qui a pris beaucoup le contrôle du quartier. Okay. Les parents nous en parlent, ils voient des coups de feu souvent, des armes. Ils disent quand on voit un jeune garçon se promener avec une sacoche, on sait que c'est un gun, on fait vraiment attention, on laisse plus les enfants aller au parc. Il y a, les jeunes se font recruter, les jeunes au primaire se font recruter pour faire de la watch. Donc, aller monter la garde pendant que les autres font des mauvais coups. Donc, ils vont leur dire, allez jouer sur le coin de la rue. Si vous voyez quelqu'un s'en venir, mettez-vous à chanter fort ou des choses comme ça. Puis les parents n'osent pas porter plainte pour 2 raisons. Il y a plusieurs parents qui ont peur de représailles parce que ces gangs de rue-là habitent souvent dans les mêmes HLM qu'eux. Oh, OK, et s'ils dénoncent, ben ils savent directement ça vient de qui. Puis l'autre chose, c'est que ces jeunes-là ramènent de l'argent à la maison. Puis des fois, en contexte de pandémie, c'est de l'argent dont les parents peuvent pas se passer. Donc, les gangs de rue ont vraiment, vraiment le vent dans les voiles présentement. Puis il y en a beaucoup des jeunes qui ont quand même fait la pièce puis qui sont mis à avoir un coup d'argent inespéré pendant la pandémie puis qui ont investi ça dans des armes à feu. Ouais, c'est ça, parce que comme... Tu penses-tu que la pandémie a vraiment un gros impact là-dessus, sur la montée de la violence? Oui. On sentait ça avant, mais là, avec la pandémie, ça a vraiment pris une grande force. Il y a probablement toutes sortes d'enjeux reliés à ça, là, mais bon, j'imagine que tout ce qui est motard et autres mafias faisait plus affaire dans les bars. Maintenant... Ah, j'avoue, hein, ça a comme changé un peu aussi, la balance. Il y a de l'espace qui a été laissé, ça, c'est certain. Puis là, les gangs de rue prennent vraiment, vraiment, vraiment de la place. C'est des jeunes, très, très jeunes, 16-17 ans, qui vont se retrouver à la tête de certaines gangs. Puis moi, il n'y a rien qui me fait plus peur qu'un jeune en bas de 18 ans avec un arme, parce que c'est sûr qu'ils sont plus trigger-happy que quelqu'un plus vieux, là, ils réfléchissent pas, leur hood, c'est toute leur vie. Ouais, ils sont plus il y a plus le sentiment d'invincibilité aussi, de comment je me ferais pas pogner, je vais pas, ça va pas mal aller, ça va pas dégénérer. Non, c'est des super-héros, ils viennent de tout découvrir le monde, puis là, ils se voient gangsters, puis... Ça existe pas, des vieux chefs de gang de rue, tu sais, c'est ça, là. Il y en a pas, ils meurent jeunes. À cause de ça, là. Hey, c'est fou quand même. Puis là, toi, je sais que ici, on n'aime pas la police. Fait que c'est quasiment une règle de mon podcast. Ici, on n'aime pas la police, ça aurait pu s'appeler comme ça. Non, mais, fait que, tu sais, la solution n'est pas policière, c'est clairement pas... Non! Fait que, tu sais, un peu la patrouille, si tu dis que c'est moins peu, là, présentement, on n'a pas le choix, parce qu'on a tellement attendu avant de faire quoi que ce soit. Qu'il y a des fusillades. Là, on n'a pas le choix d'avoir une surveillance pour que les jeunes soient en sécurité, pour que les familles soient en sécurité. Mais on est dans un quartier où c'est un désert de services. Il n'y a pas de maison de jeunes, il n'y a absolument rien pour occuper les jeunes. On est entre la place Versailles et les Galeries d'Anjou, là. Fait que les jeunes, ils vont jouer à la place Versailles puis aux Galeries d'Anjou. Ouais, c'est ça. Ils sont entre le cimetière puis l'autoroute. Ouais, beau terrain de jeu. Il n'y a absolument rien à faire. Fait qu'il faudrait un investissement là-dedans. Il va falloir un vrai plan de lutte à la pauvreté. Il va falloir avoir des investissements qui vont amener ces jeunes-là vers le sport, la culture, les arts, leur faire rêver à autre chose, avoir des animateurs dans les parcs. On n'a pas besoin de policiers qui surveillent les parcs s'il y a des animateurs, s'il y a des gens qui travaillent dans la rue. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a même pas de banque alimentaire proche. Il n'y a rien.
Il y a plein de HLM, mais il n'y a pas de banque alimentaire. Ça marche pas, là. Ouais, puis ils ont pas tout un char, c'est un désert aussi de métro, fait que là, faut que tu t'arranges, tu sais, quand t'es là-bas en autobus, là, c'est gossant, là, pour être allé en Anjou, là, comme ça, c'est un bordel. Bon, mais là, imagine-toi, t'es pas loin du métro Radisson, mais il faut que tu prennes un autobus pour y aller, puis pour aller à ta banque alimentaire, il faut que tu te rendes jusqu'à Honoré-Beaugrand, puis que tu prennes un autre autobus. Ouais, c'est ça, là. Puis tu vas revenir avec tes sacs d'épicerie, ça t'a pris 50 minutes. Allez. Là, t'es là-bas, tu reviens 2 heures plus tard, 2h30 plus tard, t'as 2, 3 enfants. C'est impossible. Non, c'est ça, tu feras juste pas ça. Ah non, mais c'est malade aussi, mais c'est là qu'on voit toute la résilience là, qu'il faut vraiment implanter dans la société. Là. C'est vraiment pas un problème, c'est pas une solution comme « Ah, les profs vont régler ça, la violence dans les écoles. » C'est pas... Je veux dire, faut pas non plus se lancer la balle, puis tu sais, la patate chose un peu, là. Non les profs, non les écoles, non les parents, oui, puis on veut même pas que les profs s'en mêlent. Ben non, là. c'est ça. Moi, je me suis fait dire « C'est pas de tes affaires. » Ouais. Oh, et pourquoi tu t'occupes de ça? C'est pas de tes affaires. Je me demande, c'est les affaires de qui? Mais, quand ça peut être tes élèves, là. Oui, je me suis fait dire, t'as pas à t'impliquer là-dedans. Mais t'en parlais-tu à tes élèves? Mettons, tu m'as déjà dit aussi que t'aimais bien ça, les élèves perturbateurs, là. T'étais comme, ah ouais, mets ça dans ma classe, oui, c'est mes préférés. C'est ça, pourquoi c'est tes préférés? Parce qu'il y a tout à faire, parce qu'ils sont pas en révolte pour rien, que la révolte, ça a quelque chose de beau. C'est nécessairement, ça part d'une souffrance, soit qui vient de la maison, soit qui vient de eux, comment ils se perçoivent, mais ils sont à un bel âge, en 5e année primaire, où on peut allumer une petite flamme. Il y en a pas qui sont complètement éteints à cet âge-là. Même ceux qui ont vécu les pires traumas, il y en a qui en ont vécu, là, qui sont nés dans des camps de réfugiés, il y en a qui ont vécu toutes sortes de choses terribles. Mais c'est toujours encore temps d'allumer cette flamme-là. Puis ça peut vraiment être chouette. Puis moi, j'ai mes élèves 2 ans. Donc, si c'est un cas plus difficile, c'est bon, on a 2 ans, on va y aller. Puis trouves-tu que c'est des classes qui devraient avoir plus, des 5e années comme ça? Parce que moi, j'ai pas vécu ça jamais. C'est par choix. Les profs ont beaucoup peur de ça parce qu'ils ont l'impression que c'est une surcharge de travail. Mais ça dépend vraiment comment tu organises ton temps, comment tu organises ta classe. Pour moi, c'est moins de travail parce que j'ai juste la moitié de ma classe qui change à chaque année. Donc, ma gestion de classe est beaucoup plus facile. Ouais. Ceux qui arrivent, ils suivent les autres, puis c'est bon. Si je suis vraiment pas capable d'expliquer quelque chose parce que je suis débordée avec 1 ou 2 enfants, ben j'ai des élèves qui l'ont déjà vu, que je peux demander, OK, ben tu vas être mini-prof, là, tu vas aider ce groupe-là. Oh, c'est cute! Tu appelles-tu les mini-profs? Oui, je les appelle les mini-profs. Donc, ça aide vraiment. Puis quand tu enseignes quelque chose, ben tu t'en souviens plus. Puis ça t'aide pour les enfants perturbateurs aussi, parce que c'est ça, ils rentrent... Tu m'as déjà dit que tu fais des meutes, là? Comment tu fais des meutes? Comment tu fais que, comme ta classe... Parce que j'y crois à 100% que plus la classe est si serrée, plus ils s'aident, plus ils ont envie de s'aider, d'aller plus loin, on enlève la compétitivité. Fait que tu fais ça comment, comme rassembler ces classes-là? C'est moins facile en temps de pandémie, je te dirais. J'y arrive pas à 100% cette année, mais pour les autres années, j'enseigne pas tant et aussi longtemps que j'ai l'impression qu'on va en laisser un derrière. Okay. Fait que je commence à enseigner beaucoup plus tard que mes collègues, généralement. On va faire des activités, on va apprendre à se connaître, on va faire des jeux, on va faire des activités sur le savoir-être. Sur les REER. Oui, les REER, c'est plus à la fin de l'année. Mais oui, donc quand j'ai l'impression que là, ça commence à être soudé, puis on fait beaucoup de discussions, on apprend à se connaître, puis on gère plein de conflits. Parce que des enfants, ça génère plein de conflits. Fait que ça, tu gères ça au début d'année avec tout le monde? Oui. Puis une fois qu'on a vraiment une équipe solide, puis j'ai l'impression qu'on laisse personne derrière, on y va. Ça veut pas dire que tous les élèves vont aimer tous les autres élèves. Là. Ça, c'est impossible, mais il y a une solidarité. Puis ça, malheureusement, on le voit beaucoup quand c'est des suppléants qui arrivent. Là. Ils sont très solidaires. Ah, pour casser le suppléant? Ouais, ils sont capables de se tenir. C'est que si le suppléant se met sur le cas d'un élève, là, les autres vont se ramener. Là. Ils laisseront pas faire ça. Ils ont le sentiment d'injustice très fort. OK, ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, ils vont bien réagir. Mais bon, si la personne qui arrive a du jugement puis est dans le respect, ça y va. On leur apprend aussi à être respectueux, là, mais oui. Puis là, tu m'as dit tantôt que tu vas avoir une stagiaire qui s'en vient puis tu sais pas comment elle va prendre ta classe. Tu sais, comment tu penses que tu vas enseigner ton coolness à une autre enseignante? Je sais pas comment ça va se passer. Ça peut être vraiment le fun. On peut avoir un match incroyable. C'est la première fois que je prends une stagiaire.
Puis je suis contente parce que cette année, je l'ai dit plein de fois à des collègues, là, cette année, je me sens vraiment bonne. Il y a plein de choses, j'avais l'impression d'échapper des trucs les autres années. Là, je me sens vraiment à l'aise, je fais plein de trucs, j'ai des idées, les meilleures idées que j'ai jamais eues. Donc là, je me sens prête à transmettre quelque chose, mais la personne, elle va peut-être trouver ça weird. Tu sais, ça se peut qu'elle trouve ça spécial. Puis si elle est très sévère dans son style, ben c'est sûr qu'elle va trouver le temps long, là. Puis ça se peut qu'elle soit choquée. Mais bon, en même temps, moi, j'ai été choquée à pas mal tous mes stages. Donc, c'est peut-être un retour du balancier. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tant mieux. Tu sais, il faut avoir cette espèce de choc de culture. Puis c'est pas normal qu'il y ait une espèce de culture dominante chez les profs. Ouais. Comme, genre, il devrait avoir de la variété chez les élèves, il devrait avoir de la variété chez les profs. Il y en a quand même. Il y en a, c'est sûr. Mais, puis, les messages que j'ai vus sur Facebook, c'est pas nécessairement représentatif de la réalité. Puis moi, j'ai la chance d'être dans une école où j'ai des collègues qui sont vraiment chouettes. Là. Je suis pas un extraterrestre là, à mon école. Là. On est différentes, mais quand même, je suis pas un extraterrestre. Puis il y en a beaucoup qui ont un style beaucoup plus ouvert. On a une école alternative qui est dans la même bâtisse que nous. Ça a peut-être aidé à teinter un petit peu. Mais l'école régulière a aussi inspiré pour certaines choses. Donc, il y a quand même une belle entente entre les deux écoles. C'est peut-être une des raisons qui fait en sorte que c'est une école qui, moi, me semble très ouverte. Là. Oh, mais c'est nice. Puis là, fait que là, les gens là, qui veulent, mettons, là, quelqu'un nous écouter, comme comment je peux aider un prof ou comment je peux aider à changer la culture. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu demanderais, là? Mais je sais que t'es activiste en général, fait que tu vas peut-être dire à quelqu'un juste... lis des livres, va à des manifs, mais tu sais, comme c'est quoi, mettons, 2 affaires que tu dis, hey, si vous pouviez faire ça pour nous, si tu se battes contre la loi 21, si tu. Et là là. Tu sais, c'est quoi les 2 affaires, mettons? Mais là, en ce moment, le ministre de l'Éducation a dit qu'on va emmener 8000 personnes de plus dans le système de l'éducation, parce que le système craque de partout. Puis là, on pense même à faire rentrer les parents qui peuvent venir nous aider et tout, mais qui viennent nous aider, mais remplacer un prof, dire que des parents vont remplacer un prof, ça, c'est dénigrant. C'est de dire que n'importe qui peut faire ma job, puis il faut arrêter de mépriser les profs puis de penser que n'importe qui peut faire cette job-là, particulièrement au primaire. Bon, on est soit des saints, jamais je ferais ça, soit c'est comme, ben voyons donc, tu mouches des nez, t'attaches des souliers, là. Tout le monde a l'impression qu'ils peuvent gérer un groupe de 20 enfants facilement. Je mets au défi pas mal n'importe qui. Donc, valoriser la profession, déjà, juste dans le discours, d'arrêter de dire que les profs sont chanceux parce qu'ils ont 2 mois de vacances par année. C'est 2 mois où ils ne sont pas payés. Ce sont des travailleurs saisonniers qui n'ont pas droit au chômage, point. Donc ça... Tu fais pas 600 000 par année pour ton 2 mois de vacances? Non, vraiment pas. Ouais. C'est juste que notre salaire est réparti à l'année. Puis un prof qui est à contrat, il n'y a pas de salaire l'été, puis il n'y a pas le droit au chômage. C'est ça. Donc, il y aurait ça. Ensuite, qu'est-ce que je ferais pour réparer le système d'éducation? Ça serait... C'est comme pas banal. Mais tu sais, vite, là, ce que tu aimerais qu'il arrive... relativement, qui pourrait arriver, tu sais, mettons, valoriser, ça, on peut tout le faire, on peut tout, c'est un peu, je trouve, comme, tu sais, être antiraciste ou whatever, tu peux reprendre quelqu'un vite, tu peux reprendre ton monon, hey, les profs, ils ont travaillé fort, tu sais, ça, tu peux faire ça dans un souper de Noël, fait que, tu sais, c'est peut-être pas la grosse affaire, là, mais qu'est-ce que tu penses que les gens pourraient faire pour un peu vous aider? L'autre affaire pour nous aider, bien, oui, peut-être venir nous aider en classe. Vraiment venir nous aider. Ça, je pense que c'est pas tous les profs qui seraient à l'aise avec ça, par contre. Mais ça serait intéressant d'avoir des aides qui viennent prendre des élèves à part pour faire de la lecture, pour vérifier des numéros. Il y a certaines choses qui peuvent se faire vraiment, vraiment facilement par des gens qui ont peu de connaissances, puis même pour des gens qui sont pas très lettrés, ça pourrait être intéressant là, de faire lire des petits livres, surtout pour les tout-petits. Je pense que l'aide pourrait être là. Puis genre première, 2e année. Oui, ça pourrait, ou parfois de sortir avec une partie du groupe pendant qu'on fait autre chose. Diminuer les ratios, je pense que c'est vraiment la clé. Vraiment, vraiment, vraiment la clé. Moi, cette année, exceptionnellement, c'est la première fois, il y a une période par semaine où j'ai la moitié de ma classe. Okay. Et puis ces périodes-là, j'ai l'impression de faire une semaine d'enseignement. Parce que tu peux juste clencher ça, puis y aller... Puis... Je comprends, j'ai le temps de m'attarder à qu'est-ce que tu comprends pas, pourquoi tu comprends pas. Il y en a pas un qui me fait croire qu'il comprend s'il comprend pas. J'ai 7 élèves pour 1 heure.
J'ai l'impression que j'aurais 3 heures comme ça, puis on aurait fait la semaine pour aller se coucher. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu la même affaire que... Ben, un peu. Pas tant, mais, tu sais, les hôpitaux, mettons, ils disent, tu sais, il faudrait enlever du travail administratif aux infirmières, aux médecins. C'est un peu ça aussi, tellement là. enlever du travail administratif. Enlever du travail administratif. Mais on a tellement de paperasse à faire. C'est clair. Pour tous les élèves en difficulté. Les courriels, les plans d'intervention. Chaque fois qu'on a un élève en difficulté, il faut faire des plans d'intervention. Puis une fois que le plan est fait, il faut le mettre en application. Donc là, sur le plan, on a écrit qu'il faut créer plein de matériel, il faut faire plein de choses. Moi, il n'y a jamais un plan que j'ai pris des heures à faire avec des spécialistes, qu'il faut rencontrer les parents, qui a changé quoi que ce soit dans mon enseignement. Mm-hmm. Au bout du compte, chaque jour, je fais tout ce que je peux pour cet enfant-là. Ouais. C'est juste de me demander de prendre du temps pour l'écrire au complet. Écris tout ce que tu fais. Alors que clairement, ton but, c'est pas qu'il foire, là. Fait qu'on pourrait t'enlever ça juste en disant comme, OK, les profs, savez-vous, on vous fait confiance. Là. Un peu, là, genre, valoriser la profession, c'est un peu de vous faire confiance puis pas de vous demander ces paperasses-là ou ces examens-là qui ont pas de bon puis sens. si on remplit pas ces paperasses-là, ben l'enfant va avoir moins droit à des services, il pourra pas avoir un diagnostic qui attend, donc il faut remplir ça. Si on demande une classe spéciale, il faut remplir un dossier, là. C'est impressionnant. Le dossier, c'est tout fait pour décourager. Là. Je l'ai fait quelques fois. Puis l'épaisseur du dossier qu'il faut faire pour envoyer un enfant en classe spéciale, ça décourage pas mal n'importe quel prof d'essayer de passer par cette voie-là. Là. Fait OK. Ben, écoute, c'est déprimant, mais en même temps, je suis comme contente que c'est ça. Là, j'aime ça au moins avoir une petite note de genre... Ouais, mais j'aime encore ça. Oui, j'aime ça. Je suis contente d'aller à l'école. Tu vas continuer. Oui, ben, je vais continuer. Je le sais pas. Je suis vraiment fatiguée. Ouais. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Je viens de revenir des vacances des fêtes. Je suis épuisée. J'ai de la correction par-dessus la tête. Il va falloir que je remette mon bulletin. J'ai de la difficulté à planifier à l'avance. La COVID amène un gros fardeau aussi. Amène un gros fardeau, mais la tâche, au départ, elle est lourde. Ouais. Faire des bulletins, c'est lourd. Faire la correction, c'est lourd. Rencontrer tous les parents, c'est lourd. On est souvent... Surtout dans des milieux défavorisés, on est psychologue, on est travailleur social, il faut qu'on explique. Je peux pas passer 15 minutes avec un parent pour y expliquer le bulletin. Souvent, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Si je veux qu'il aille chercher des services, il faut que je prenne le temps de lui expliquer c'est quoi un CLSC. Il faut que je lui explique c'est quoi le passage au secondaire, c'est quoi une école secondaire ici. Non, il ne s'inscrit pas automatiquement. Comment tu fais pour l'inscrire? C'est quoi les dates? Il faut qu'on passe ce temps-là. Ouais, c'est ça. Là, fait que t'as comme... automatiquement le double de travail à faire juste en tant que prof dans un milieu défavorisé. Oui, vraiment. Puis en 6e année, avec le passage au secondaire, c'est énorme. Oui. Mais c'est le fun, on les aime. C'est des beaux jeunes, sont éveillés, sont woke en titi, nos jeunes. Ah ouais? Ils sont vraiment woke, sont le fun. C'est rassurant. C'est très rassurant. Mais moi, je suis rassurée qu'ils taillent. Pour vrai, non, mais je t'aime tellement. Puis là, je suis comme, ah ouais, là, Chantal, là, fais-nous des petites armées de radicaux, là, qu'on va avoir besoin. J'en fais pas beaucoup par année, par exemple. Ah, c'est ça. Une dizaine par année. C'est quand même... Il y en a une qui est en secondaire 1 qui m'a quitté l'année dernière puis qui est venue me voir puis qui m'a dit je commence à m'impliquer dans les organisations féministes. Ah! C'est tellement cute! Ben oui, puis j'espère que genre, je sais pas, m'amener peut-être qu'on va avoir le droit de vote à 16 ans puis tu vas être à quelques années de les amener vers ça aussi. Fait que ça serait malade, là, puis... Ben en tout cas, je suis vraiment contente qu'on ait fait ça ensemble. Merci beaucoup. Puis, ben, je vais te réinviter, c'est sûr, pour genre discuter de plein d'affaires. Fait que si jamais... On parlera d'activisme. Oui, d'activisme, de zéro déchet, de véganisme. Zéro déchet, de véganisme, ça serait le fun aussi. Des punks. Oui. C'est comme, on pourrait parler de plein d'affaires. Ben, merci beaucoup, Chantal. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Tout pis rien avec mon amie Chantal Poulain. Si vous voulez la supporter, ben là, ça va être un petit peu différent cette fois-ci. C'est pas via nécessairement les réseaux sociaux, mais c'est de supporter les professeurs en général qui ont vraiment besoin de l'appui de la population pour améliorer leurs conditions de travail et, on va se le dire, leur salaire également. Donc, c'est pas juste avec une tasse de café à la fin de l'année qu'on va y arriver. Donc, ils ont besoin de vous. Je sais, c'est un petit peu large, mais regardez, c'est de même qu'il faut qu'on conclue. Des fois, ça arrive, on n'a pas la réponse à toutes. Mais oui, supportez vos enseignants, enseignantes, c'est très important. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous pouvez m'encourager sur les réseaux sociaux si vous le voulez, en partageant, en commentant, évidemment, cet épisode ou le podcast en général. Vous pouvez aussi m'encourager financièrement
via les liens Ko-fi que je mets dans la description YouTube ou un petit peu partout sur mes réseaux sociaux. Ça m'encourage à réaliser que je suis pas toute seule, je pense de même, puis que c'est peut-être pertinent, ce petit podcast-là. Bref, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Merci.